Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi, bienvenue sur ce plateau de téléfoot consacré essentiellement au championnat de France de première division 11e journée et au match retour de Coupe d'Europe. Et on commence tout de suite par le football national avec vous, Jean-Michel Larquet. Laval-Toulouse, un match nul tiré par les cheveux. Oui, l'an passé, Laval s'était imposé face à Toulouse à la toute dernière minute. Et hier, alors que Toulouse croyait avoir pris sa revanche, eh bien, cette équipe s'est faite rejoindre exactement de la même manière à la toute dernière minute grâce à un but du capitaine Boson. Alors, si vous voulez bien, en 2 minutes, voyons les 6 buts qui ont marqué cette rencontre entre Laval et Toulouse. Laval qui va ouvrir la marque dès la 8e minute. Un bon débordement de Stefanini, une feinte de frappe un petit peu involontaire de Stefanini et un flipper de Pedrucci qui va passer lui aussi très involontairement le ballon de son pied gauche sur son tibia droit. Le résultat est là, 1-0, et il y avait beaucoup de vent. Hortense était là hier à Laval aussi. Et le ballon porté par le vent, heureusement, il y a Bergerot qui exécute une claquette. Et vous allez voir que le vent va jouer de mauvais tours, un loupé magistral. Et c'est Laverny qui de volée reprend ce ballon de Yannick Stopira. Peut-être un peu de maladresse, mais aussi, je vous répète, des vents tourbillonnants très gênants pour la pratique du football. Ici, le stopper de Laval effectue un loupé. Laverny remet les deux équipes à égalité juste avant la mi-temps. À la reprise, même scénario et une tête plongeante extraordinaire de Pedro Pedrucci. Sur ce coup franc de Marcel de Falco, il va surgir au premier poteau. Un véritable boulet de canon sur lequel Bergerot ne peut rien faire. Mais pas mal non plus l'égalisation de Toulouse. Après cette reprise de demi-volée de Marx, mal contrôlée par Jean-Michel Godard. Il faut dire que le tir était très puissant et Théophile Abega, oui, était là pour égaliser. Et alors qu'ils ne sont plus qu'à 10, les Lavallois, Felsi étant blessé au nez, Ferrage dépose ce ballon sur la tête de Stopira. Le 9e but du meilleur buteur du championnat actuel. Il reste donc 2 minutes à jouer et à 11 Toulousains contre 10 Lavallois. On se dit que Toulouse tient sa 2e victoire à l'extérieur après celle qu'il a connue à Sochaux. Mais sur ce dernier rush, un long coup franc, balle prolongée par Stefanini. Boson, le capitaine, libéraux en position d'avancante, remet les deux équipes à égalité. Il faut bien avouer que sur l'ensemble du match, c'est tout à fait mérité. Il y a eu beaucoup de résultats nuls du reste hier soir, un petit peu partout en France, et notamment Frédéric Jaillant au Parc des Princes devant 4000 spectateurs, c'est pas beaucoup. 4304 spectateurs. Ah, excusez-moi, j'ai oublié les 304. Ça change tout dans un stade qui peut en contenir 50 000, alors il ne faut pas s'étonner si finalement la partie a manqué un petit peu de passion. Dans ces conditions, les joueurs ont du mal à se motiver vraiment. Et puis également le public, c'est la raison pour laquelle il y avait finalement bien peu d'ambiance hier soir au Parc des Princes. Vous voyez les tribunes au moment du coup d'envoi, ça ressemble à un désert. Mais heureusement, il y a tout de même eu 4 buts pour sauver cette partie. Le premier a été marqué par les Parisiens après 9 minutes de jeu précisément. Un ballon perdu par Kourichi. Kourichi qui glisse tout bêtement. C'est fait, Lachy en profite. Il lance Sitter sur le côté gauche. Motet est un peu avancé, il a failli le lever je crois. Et puis finalement il préfère servir Auckland sur la droite. Auckland qui marque 1-0 pour les Parisiens après donc 9 minutes de jeu. Les Lillois vont rapidement cependant revenir à la marque à la suite de cet échange de tête au milieu du terrain. Le ballon va être récupéré par le jeune Garcia. C'est lui, première apparition dans l'équipe de Lille. Il sert Primorac qui a bien vu Savic s'engager dans le dos de Mahut. Savic marque, les Parisiens lèvent le bras en signe de protestation. Ils ont vu une main de Savic, alors même avec un ralenti et une image arrêtée, difficile de dire si Savic s'est servi de la poitrine ou de la main. Peut-être un petit peu des deux. En tout cas, le but a été validé, un partout. Et ici, une mauvaise relance de Zvinka qui profite à Bureau, qui file sur le côté gauche, précisément à côté de Zvinka. Bureau, un crochet, il revient sur lui-même. Un admirable tir brossé qui va se ficher dans la lucarne de Rousseau. 2-1 pour
les Lillois. Ce sera le score à la mi-temps, encore un ralenti, cette fois simplement pour apprécier la beauté de ce geste. Les Parisiens en seconde mi-temps vont toutefois égaliser à la suite de ce corner. Une faute d'attention de la défense lilloise. Sitter, bien esselé, en profite. Il met de la tête le ballon au fond des buts. 2 partout, ce sera le score final. Un point de perdu pour le Racing, un point de perdu pour Lille, car le Racing était prenable hier soir. Et le tout devant donc 4304 spectateurs. Et le Racing avait gagné tous ses matchs au parc, alors qu'est-ce que ça serait s'il avait déjà été battu? Philippe Houy, Sochaux-Nantes, victoire à l'extérieur pour les Nantais et la bonne affaire de la soirée. Oui, ils y prennent goût. Il faut dire qu'au début, ils étaient triomphants quand ils jouaient à la Beaujoire, mais par contre, ils étaient un petit peu moins bons quand ils jouaient à l'extérieur. Eh bien, disons que depuis un petit mois, les Nantais sont également bons. On va le voir d'ailleurs sur les images en déplacement. Là, ils jouaient donc à Sochaux, au stade Bonal. Et une première mi-temps assez équilibrée finalement, où les balles allaient d'un côté et de l'autre. La première va être nantaise, les Nantais jouent en blanc. Et sur ce centre, c'est Robert qui passe une tête juste au-dessus des buts d'Albert Rust. Alors, un coup pour Nantes, un coup maintenant pour Sochaux. Et cette fois-ci, c'est sur cette action de Fernier, Agerbet qui prolonge. Et c'est Colin qui suit, mais Bossis est là et sauve pratiquement sur la ligne. Alors je vous l'ai dit, c'est un match équilibré en première mi-temps, un coup Nantes, un coup Sochaux. Et bien cette fois-ci, c'est au tour de Nantes. Un tir de Maurice qui est contré. La balle va revenir en jeu. Baroncelli la porte sur le côté gauche pour Amis. Un centre. Et finalement, Bibard qui a bien suivi, essaie de tromper Rust. Mais le gardien international olympique était là. Maintenant, c'est au tour de Sochaux. Une nouvelle action de Colin. Une tête de Faille et un superbe arrêt de Jean-Paul Bertrand-Demann qui a eu un arrêt réflexe exceptionnel. Et puis la fin de cette première mi-temps avec une nouvelle action pour Sochaux et un nouveau tir de Colin. Et là cette fois-ci c'est Poulain qui sauve sur la ligne. 0-0 à la mi-temps. Malheureusement pour les Sochaliens, la deuxième mi-temps va être un petit peu plus à l'avantage des Nantais, notamment Dali Logic qui va réussir plusieurs petits numéros assez exceptionnels. Là il embarque bien Sauzé et Ruti. Malheureusement son tir tape le petit filet, mais c'était bien joué. On va le revoir tout à l'heure, c'est Ali Logic, puisque c'est lui qui va faire basculer ce match. Les Sochaliens vont tout de même avoir une occasion de marquer sur cette action. Malheureusement pour Thomas, son tir passe de quelques centimètres à côté. La chance est passée pour Sochaux. C'est maintenant donc au tour des Nantais de prendre cette fin de match avec Bibard encore qui s'est bien démené. Là, il a bien démarqué Maurice. La balle est relâchée. Ali Logic récupère et c'est un nouveau tir de Bibard qui passe de quelques centimètres à côté. Mais ce ne sera que partie remise puisque maintenant on va jouer la 73e minute. C'est celle où justement les Sochaliens vont tomber. Ils n'ont pas eu de chance car là, ils perdent une première fois la balle, ils la récupèrent et la deuxième fois, ça ne va pas pardonner. La balle va aller très vite pour Maurice qui donne à Ali Logic à la limite du hors-jeu, une reprise presque instantanée. Et là, avec un petit peu de chance, Ali Logic marque. La balle a touché le montant. C'est le 7e but marqué par le Yougoslave de Nantes. Vous le voyez, Ali Logic a bien suivi, il n'était pas hors-jeu. Et la Rust échoue de quelques centimètres. Et la balle heurte le montant. Les Nantais ont même failli marquer un deuxième but avec encore au départ un remarquable travail d'Ali Logic, une superbe talonnade et Anis qui heurte le montant. Donc une victoire logique de Nantes, 1-0. Quatrième rencontre que nous vous proposons concernant cette première partie de la 11e journée. Strasbourg-Nancy, derby Alsace-Lorraine, Yves Kupferminck avec une victoire logique des Strasbourgeois à domicile. Oui, une petite victoire, mais une victoire tout de même pour les Strasbourgeois à l'issue d'un match plutôt acharné. Un match qui malheureusement a été de piètre qualité, mais c'est souvent le cas dans les derbys. Une rencontre qui a commencé sur les chapeaux de roue. Dès la 3e minute, un centre de Solaire. Et Pécou, seul à 2 mètres, trouve le moyen de mettre au-dessus. C'est parti vite, mais après il ne s'est plus rien passé pendant près de 20 minutes. Et ce sont les Nancéens qui vont redonner un peu d'animation au match à la 23e minute. Sur une montée du libéro Haribar, un 1-2 avec Germain. Et Haribar qui retrouve le ballon seul devant Othman, mais rate complètement son tir. Cette action a le mérite de réveiller les Alsaciens qui sur la contre-attaque vont se montrer aussi dangereux. Chaher sur le côté gauche repique vers le centre. Un tir à ras de terre et Martini
peut dévier sur le côté de son but. Un corner qui ne donnera rien et nous nous retrouvons 4 minutes plus tard pour la plus belle occasion de la première période. Le ballon est dans les pieds de Souto qui efface Pico, un centre au deuxième poteau et un cafouillage s'ensuit. Un cafouillage au cours duquel Pécou, Kelch et Chaher vont être contrés successivement. C'est tout pour la première période et c'est bien peu. Heureusement pour les 11 000 spectateurs, la deuxième mi-temps sera nettement plus animée, les deux équipes ayant au moins le mérite de marquer des buts. Le premier va arriver à la 53e minute. Rémi Vogel, le stopper, va donner le ballon sur sa droite à Knapp. Knapp qui s'avance, il n'est pas marqué. Un très long centre. Kelch saute plus haut que tout le monde et avec l'aide du poteau ouvre la marque. Il est heureux, Walter Kelch, c'est son 6e but sous les couleurs de Strasbourg. Mais la joie strasbourgeoise sera de courte durée. 12 minutes plus tard, un coup franc d'Oum-Pierrez, repoussé par Othman dans les pieds de Jacques qui égalise. Un but qui prouve que Nancy mérite bien sa 4e place au classement. Nancy qui depuis le début du championnat réussit plutôt bien à l'extérieur. Et on retrouve Jacques le buteur à la 77e minute au départ d'une action qui aurait pu permettre à Nancy de mener à la marque. Casini seul sur le côté droit, un centre au premier poteau et Pico devance tout le monde mais le ballon s'écrase sur le poteau. Au ralenti, vous pouvez revoir cette action parfaitement limpide qui avec un brin de réussite aurait pu finir dans le but alsacien. Finalement, le mot de la fin sera strasbourgeois. Il reste 5 minutes à jouer. Souto donne sur le côté droit à Nielsen. Une montée rageuse du capitaine strasbourgeois. Le Danois n'est pas chargé, alors il continue d'avancer. À 20 mètres, il tire très puissamment. Martini repousse et Pécou donne à Strasbourg le but de la victoire. Une victoire que les Nancéens contesteront jusqu'au bout, mais sans pouvoir empêcher Strasbourg de rester invaincu à domicile. Alors voilà les résultats d'hier soir, avec une courte victoire notamment de Rouen face à Toulon grâce à un penalty de Beltramini, le buteur maison. Souhaitons que le moral soit revenu chez Jean-François qui a été conspué bien à tort par une certaine partie du public normand. Les autres matchs ce soir, 3 rencontres importantes, Auxerre-Bordeaux, Metz-PSG et OM-Monaco. L'OM qui pour l'instant est dernier, qui a absolument besoin de points après avoir changé d'entraîneur. Nous en venons à la 2e division, Bruno Fuchs avec vous, avec un match très important dans le groupe B. C'était presque un match au sommet entre Lyon et Montpellier. Et oui, et pourtant on a assisté hier soir à un petit match où aucune des deux équipes n'a paru vraiment dominer son sujet. A noter toutefois à Lyon la rentrée d'Olivier Rouillet et Montpellier était privé de Guédé. Voilà, c'en est dit pour le début et vous allez voir une première mi-temps complètement vide et insipide hier soir à Gerland. On ne retiendra que 2 actions. La première, celle de Montpellier, où une erreur de Franck Passy qui prend son gardien de Plane à contre-pied, mais heureusement sans conséquences dramatiques. De l'autre côté du terrain, la doublure de Topalovic blessé, Raymond ne voit pas le match, en tout cas il le voit de très très loin. Et lorsque la balle se rapproche, il lui manquera force et précision. Voilà, 0-0 à la mi-temps, on oublie tout et le match commence à la 52e minute avec un centre de Fournier bien servi par Ferry. Rouillé devance de Plane, trahi par sa défense. Et c'est 1-0. Les Lyonnais ont intérêt à faire une bonne provision de bonheur parce que 10 minutes plus tard, Boki commet une faute à 20 mètres de ses buts. Voilà. Et Raymond, caché derrière son poteau, craint déjà le pire. Il a bien raison puisque Gasset lobe le mur lyonnais pour Horst qui conclut de la tête face à une défense lyonnaise pour le moins nonchalante. L'OL ne pourra plus revenir au score malgré toute sa bonne volonté. Je regrette qu'on ait pris le but de cette manière-là. On aurait peut-être mérité de prendre un but sur notre action, mais de cette manière-là, on s'est fait prendre en compte bêtement. Ils en ont profité, mais on a encore une fois des ressources morales pour revenir au score. Voilà, Lyon va encore procéder à quelques raids dangereux devant les buts de Desplanes, irréprochable hier soir. Fournier notamment trouvera la barre transversale. Centre, Fournier la barre et Rouillet échouera à nouveau sur l'excellent Desplanes. 3 minutes plus tard, nouveau débordement sur la droite, mais le tir de Nono n'obtient qu'un modeste corner. Vous allez le voir, Nono qui a été excellent hier soir, devant et derrière. C'est un corner. Que se passe-t-il à Lyon? Sur son tableau, Herbin voit son équipe gagner, mais sur le terrain, il ne voit jamais rien arriver. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque et je crois que tant que cette équipe n'aura pas compris que pour gagner il faut vouloir, eh bien on se trouvera confronté à des problèmes insolites. Robert Herbin s'impatiente, mais ce n'est pas ce tir de Rouillet qui changera quelque chose. Hier, c'est bien Montpellier qui a fait la bonne affaire.
Dans le groupe A, les matchs auront lieu ce soir avec notamment Valenciennes-Mulhouse, Quimper-Orléans et Abbeville-Rennes. Les clubs les mieux classés seront en difficulté. Et dans le groupe B, Nice-Valence, Grenoble-Cannes et Thonon-Limoges. Fin du chapitre national. Et nous attaquons donc ces matchs retour de Coupe d'Europe qui nous ont valu quand même de très très belles satisfactions, à commencer par le comportement en Pays Basque des Girondins de Bordeaux qui ont fait honneur, Philippe Houet, à leur titre de champion. Oui, c'était pas facile, d'autant que Bilbao reste sur 2 titres de champion d'Espagne. Ils ont d'ailleurs réalisé le doublé cette année. Et là, comme à l'aller, ils s'étaient imposés 3-2, les Girondins. On pensait que ce serait dur, d'autant que, vous le savez, les Espagnols, eux, relèvent d'une grève. Donc là, avec 15 jours de plus, on pensait qu'ils seraient nettement meilleurs. Rarement, pour ce qui était un petit peu un derby européen, aussi peu de voitures avaient fait le déplacement. Il y a quelques semaines, on pensait qu'il y aurait plusieurs milliers de Girondins. Et bien là, finalement, il n'était plus que quelques dizaines au stade sans Mamès. Les raisons, bien sûr, vous les connaissez. Depuis les extraditions, le Pays Basque espagnol n'est plus très sûr pour les Français. Mais heureusement, au milieu de toute cette agitation, les Girondins, eux, avaient su être préservés. Nous avons été tranquillement à l'hôtel, nous avons bien préparé notre match, sans ennui et sans agressivité de la part des Espagnols. Au contraire, on a été bien reçus sur le plan sportif et je dois dire que nous nous sommes bien comportés sur le terrain pour les remercier. Vous n'avez pas été perturbé? Pas du tout. Et ça va aller mieux, Bilbao fait tout de même partie du Gotha européen, même si Noriega, là, n'inquiète pas trop Dropsy. En première mi-temps, les Girondins ont pu placer un contre sur cette action de Tussaud et un centre de Lassagne qui trouve la tête de Muller, malheureusement. Celle-ci ne trompe pas Zubizarreta. Les Basques, bien sûr, ont dominé. C'est en fin de première période qu'ils se créent leurs meilleures occasions sur cette action, notamment de Sarabia, une reprise d'Urtubi, sur laquelle Dropsy, là encore, est impérial. Sur ce coup franc, ça va un petit peu moins bien se passer pour le gardien girondin qui va repousser. Mais là, c'est Liceranzu qui rate sa reprise. 0-0 à la mi-temps, Bordeaux tient le bon bout, d'autant que Bilbao ne fait pas preuve d'efficacité en deuxième période. Une tête de Dani que vous venez de voir. Dani va en placer une deuxième, très acrobatique, mais qui n'aura pas plus de succès. C'était pratiquement la dernière occasion pour Bilbao. 0-0 donc, et qualification remarquable de Bordeaux, avec en plus un très bon arbitrage du Belge Monsieur Poney, qui ne méritait certainement pas cette sortie. Ce soir, nous sommes des hommes très heureux car nous avons réussi l'exploit d'éliminer cette équipe. La pression n'a pas été trop forte avec ces menaces qui pesaient sur ce match? Non, absolument pas. Nous sommes venus disputer un match de football, bien faire notre métier de professionnel et nous n'avons pensé qu'à ça. Comment s'est passée cette soirée pour vous, le gardien? C'est bien passé puisque nous n'avons pas pris de but, mais il y a eu des moments très très chauds et surtout beaucoup de balles aériennes. Et je dois dire que ce soir tout s'est très bien passé pour moi, je me sentais très bien et tout s'est bien passé. Vous étiez particulièrement motivé avec le fait que vous aviez pris un but un petit peu particulier lors du premier match? Non, absolument pas, ça c'est le football, vous savez, le jeu n'appelle que faute, ça peut arriver, c'est arrivé au match aller. Nous avons le match retour pour nous rattraper, nous nous sommes rattrapés et tout s'est bien passé. Vous êtes un petit nouveau à Bordeaux, alors cette année Bordeaux donne l'impression d'être une grande équipe. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe de Bordeaux? Je ne sais pas, je ne la connaissais pas l'année dernière en tant que joueur de Bordeaux. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une solidarité entre tous qui nous habite et j'espère que nous allons aller le plus loin possible. Sans doute le plus bel exploit réalisé par une équipe française en Coupe d'Europe, Saint-Étienne compris, que celui réalisé au Nou Camp devant 25 000 spectateurs par les Messins. Mené ici 5-2 sur l'ensemble des deux matchs, puisque Carrasco vient d'ouvrir la marque à la 33e minute pour Barcelone. Et alors commence le festival Kurbos. D'abord là, le gardien Amador croit qu'il va centrer, erreur fatale et un partout. Ensuite, ça n'est pas Berger mais bien Kurbos, le même Tony Kurbos, garçon curieux, naturalisé allemand mais né en Yougoslavie, centre tendu, malheureux Sanchez, quel joli but. 2-1 pour Metz, c'est la marque à la mi-temps. Dès lors, les Messins commencent à croire en leur chance, d'autant que Barcelone ne semble pas dans un jour extra. Bernad multiplie les jolies passes. Kurbos dans le dos des défenseurs, redresse le ballon. 3-1. Dès lors, il est 55 minutes à la pendule du Nou Camp. On est à un but du bonheur. Et comme dans tous les scénarios bien conduits, ce but va arriver exactement à 5 minutes de la fin. C'est encore Bernad qui est à l'origine de l'action,
Une action qui va mettre le Football Club de Metz en position de tir. Un premier tir de Bocandé contré. Admirable centre en retrait. Et encore Kurbos. 4-1. La messe est dite. Bonjour FC Metz. Au revoir Barcelone. Et nous allons maintenant, avec vous, Jean-Michel Larquet, voir ce qui aurait pu être l'autre exploit. Ça aurait été assez curieux, finalement, que les 5 clubs français, après les matchs catastrophiques des premiers tours allés, se qualifient. Et Auxerre a été tout près de la qualification. Oui, tout près, je pense. Et même nous pensions qu'à la fin du temps réglementaire, les Auxerrois avaient fait le plus difficile. Et j'avais demandé, lors de ce match, à Jean-Jacques Michal, notre caméraman, de s'attacher plus spécialement à suivre Andrei Zarmatch. Et je vous propose de revivre ce match au travers du match, précisément, de l'avant-centre d'Auxerre. C'était bien vu. Nom Zarmatch, oui, prénom Andrei, né il y a 34 ans à Gdansk, en Pologne, révélé au grand public en 1974. Lors de la Coupe du Monde, ses coéquipiers s'appelaient alors Lato, Deina, Gorgon. Spécialité chasseur de but. Et le problème, comment s'échapper du marquage d'un stopper qui est accroché à vos basques pendant 90 minutes. Alors, le début de la solution, c'est la présence devant le but. Et quand on échoue de ce côté-là, alors on se démarque sur le côté gauche et on appelle le ballon, suivi d'un duel, mais on n'est jamais sûr d'aller jusqu'au bout. La réussite ensuite, quand on vous oublie un petit peu au profit de vos coéquipiers Boli et Dagno et que l'on vous offre un ballon que l'on n'a plus qu'à pousser dans les buts de Damas. À ce moment-là, la moitié du contrat est remplie. De la réussite, mais aussi de la détermination sur ce centre de Garande où il se jette tête première. Mais ne jamais céder au doute, même au plus fort de la déception. Et après le repos, quand on est avant-centre et capitaine, pousser ses coéquipiers vers le but adverse pour aggraver la marque et demander des ballons. Toujours des ballons pour essayer d'aggraver la marque. À moi, à moi. En tant que capitaine, calmer les joueurs, ses coéquipiers et rassurer l'arbitre, M. Valentine. Et quand on croit que tout est perdu, alors qu'il ne reste plus que 5 minutes, l'opportunisme sur ce second but après cette frappe du pied gauche extraordinaire d'Andrei Zarmatch. Toute la Bourgogne se prépare déjà au deuxième tour de la Coupe d'Europe. Et puis, début de prolongation, premier coup de massue sur ce tir en rupture d'Océano. Mais qu'importe, jusqu'au coup de sifflet final, Zarmatch va lutter. On le voit ici précisément avec Océano, les deux buteurs dos à dos. On tente tout, même si les jambes manquent un petit peu de fraîcheur. Et puis, l'Alali des Iconés, quand Litos marque dans le but vide. Et à la fin du match, les bras levés des Portugais, mais le coup de chapeau du vieux guerrier à ses vaillants vainqueurs. Et bravo en tout cas à la Auxerre qui a fait honneur à son poste de équipe jouant la Coupe d'Europe de l'UEFA. Reste le Paris Saint-Germain qui était parti en Écosse avec une avance de 4 buts. On va voir que c'était tout à fait nécessaire et suffisant. Le suspense, s'il y en avait un, n'aura duré que 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles les Écossais de Hart se sont rués sur le but de Baratelli. Une domination typiquement britannique faite de très longs centres et de balles dans le paquet. Le public est content, même si ce n'est pas de cette façon que Hart remontera son retard de 4 buts. Mais comme lors du match aller, la plus grosse erreur des Écossais, c'est d'avoir laissé Safet Suzik libre de tout marquage. Suzik qui a orchestré la manœuvre de main de maître, donnant le premier but à Richard Niederbacher. Un but quelque peu heureux puisqu'il est inscrit sur la première occasion parisienne. 6 minutes plus tard, c'est la deuxième action du PSG. Elle va se terminer comme la précédente au fond des filets. Un but refusé pour hors-jeu de Couriol, mais peu importe car les Parisiens ont déjà rempli leur contrat. Ils se sont jetés dans la bagarre. Ils ont eu la malchance de prendre un but d'entrée et puis un deuxième juste avant la mi-temps. Donc pour nous c'était fini, pour eux aussi. Jean-Claude Lemoux peut se montrer satisfait car c'est une véritable leçon de réalisme que les Parisiens ont donnée aux Écossais.
44e minute, Safet Suzik est toujours aux commandes, une ouverture tout aussi lumineuse que sur le premier but, et cette fois c'est Philippe Janol qui est à la conclusion. C'est propre, net et sans bavure, et c'est surtout formidablement joué par Suzik, qui transforme presque tous les ballons qu'il touche en occasion de but. Des occasions de but, le PSG en aura un nombre incalculable en deuxième mi-temps, mais le réalisme lui est resté au vestiaire, la chance aussi, comme sur ce tir de Rocheteau qui touche la transversale. Alors, à défaut de marquer d'autres buts, le PSG a fait le spectacle avec un Toko qui a ébloui les spectateurs écossais, du moins ceux qui pouvaient le voir. Ceux qui, comme nous, étaient derrière un poteau ont dû se contenter d'une nouvelle ouverture au millimètre de Suzik pour Rocheteau. Rocheteau qui pivote et qui tire, mais Smith, du bout des doigts, peut stopper le ballon. Smith qui va se mettre encore en évidence, tout comme son homologue parisien Baratelli, sur une action un peu confuse, où le ballon va rebondir sur la tête de Janol, avant que Toko ne montre une nouvelle fois son manque de réalisme. Un manque de réalisme qui coûte aux Parisiens une victoire qu'ils avaient pourtant largement méritée. On aurait dû amener une victoire, mais je crois qu'en deuxième mi-temps c'était plus facile. On s'est laissé piéger un petit peu, on a joué un peu à la baballe. On s'est fait plaisir en deuxième mi-temps, c'est pour ça qu'on a pris un deuxième but. Tout le monde s'est fait plaisir, même les défenseurs qui dans l'ensemble ont très bien endigué le pressing des Écossais. Dommage que deux petits relâchements ont permis aux joueurs d'Édimbourg de revenir à la marque. En première mi-temps d'abord un cafouillage qui profite à Robertson. Et en fin de partie, sur une grosse erreur de jugement, Robertson va se retrouver seul face à Baratelli et le lober. Match nul donc pour les Parisiens qui devront se montrer plus réalistes pour revenir à bout des Hongrois de Vidéoton, leur adversaire au prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Comme d'habitude, les joueurs de Sofia n'ont pas réussi à Monaco. 79, premier tour de la Coupe de l'UEFA. Le Lokomotiv Sofia gagne 4-2 à l'aller. Monaco gagne 2-1 au retour. Sofia qualifié. 82, premier tour de la Coupe des Champions. Le CSKA Sofia fait match nul à Monaco et gagne en Bulgarie. Sofia qualifié. 84, Coupe de l'UEFA. Le CSKA Sofia a de nouveau fait match nul à Monaco et attaque très fort. But de Mladenov après seulement 7 minutes de jeu. Même avec un deuxième ralenti, difficile de dire si Manuel Amoros, que vous allez voir apparaître au centre de l'écran, couvrait ou non Mladenov. On ne voit pas sa position au moment de la dernière passe. Peut-être l'attaquant bulgare était-il hors jeu. En tout cas, quelques instants plus tard, les Monégasques vont avoir de bonnes raisons, cette fois c'est sûr, de se plaindre de l'arbitre, car la faute de Puel ici est très peu évidente. Malheureusement pour Monaco, ce n'est pas l'avis de l'arbitre turc, M. Tokat. Il estime qu'elle est indiscutable. Il a sifflé penalty. Slavkov le transforme. 2-0 pour Sofia après 13 minutes de jeu. 2-0, c'était le score à la mi-temps. En deuxième période, un joueur bulgare fait du cinéma. Regardez, il n'y a rien. Benoît a fait semblant, ou alors il a raté son coup. En tout cas, il est expulsé. Ce qui n'empêchera pas à 10 les Monégasques de réduire l'écart grâce à Tibeuf, un but curieux et qu'on ne voit pas très bien. Malheureusement, un but, ça ne suffisait pas. Il en aurait fallu au moins un deuxième. Il ne viendra pas. Monaco éliminé. Sofia qualifié. Dommage, mais enfin maintenant le dicton jamais 203 est balayé. Prochain coup que Monaco rencontrera Sofia, je suis sûr que ça sera le bon. On passe aux autres résultats en Coupe des Champions, Coupe des Coupes et Coupe de l'UEFA. Un festival de buts en terminant par les 14 buts de l'Ajax face au malheureux luxembourgeois de Differdange. Mais on commence par la Coupe d'Europe des clubs champions et la victoire de Liverpool sur les Polonais de Poznan avec un premier but signé Work qui avait déjà marqué le but au match aller en Pologne où Liverpool s'était imposé par 1-0. Work est maintenant bien intégré dans cette équipe de Liverpool, témoin cette tête canon, un véritable coup de fusil. Et 2-0 après 19 minutes de jeu, autant dire que le match est terminé. Merci monsieur Work. Et là, entre les jambes du gardien, c'est Walsh qui marque le troisième but, toujours en première mi-temps. Et à 5 minutes de la fin, Work réussira à marquer son troisième but personnel, le quatrième pour Liverpool, d'une tête piquée cette fois-ci. Liverpool bat Poznan 4-0.
Le champion d'Allemagne, Stuttgart, tout de blanc vêtu, recevait le Levski Spartak de Sofia. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul un partout, ce qui plaçait, semblait-il, les Allemands en bonne position, tout comme ce tir canon réussi par Allgäuer dès la 14e minute, 1-0 pour les Allemands. Mais moins d'un quart d'heure plus tard, une tête de Iliev met les deux équipes à égalité, un partout. On est à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Mais Allgäuer, l'international décidément dans un bon jour, va une nouvelle fois marquer un but qui n'est pas aussi beau que le précédent mais qui compte quand même. Stuttgart reprend l'avantage, 2-1. Dès lors, on pense que les champions d'Allemagne fédérale sont qualifiés. C'est mal connaître ces Bulgares, toujours très accrocheurs, qui vont égaliser grâce à une superbe reprise de volée de Svetkov, 2-2. Et c'est le Levski Spartak Sofia qui ira au deuxième tour. Pureté admirable que la reprise de Svetkov. Surprise aussi en cette Coupe d'Europe des clubs champions à Athènes où le Panathinaïkos a mis à mal Feyenoord de Rotterdam avec un premier but marqué par Mavridis à la 41e minute. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Et tout va se jouer en 2 minutes puisque à la 43e minute, soit 2 minutes après ce premier but, eh bien Rocha va marquer un deuxième but. Les Grecs menant alors par 2-0. Feyenoord tentera le tout pour le tout en deuxième mi-temps, ce qui va nous permettre de revoir une vieille connaissance avec le maillot numéro 14. Ça n'est pas Cruyff, mais tout simplement Johnny Rep qui réduit la marque. 2-1, Feyenoord est éliminé. Benfica recevait l'Étoile Rouge de Belgrade et Benfica s'impose. Un mauvais renvoi du gardien yougoslave et un joli lob de Carlos Manuel. On joue depuis 73 minutes à ce moment-là et c'est simplement le premier but de la partie qui libère tout le Stadio de la Luz. 6 minutes plus tard, toujours Benfica, encore Carlos Manuel. 2-0, Benfica a gagné le droit de participer au deuxième tour. Avec Metz, l'exploit du jour est apporté au crédit des soviétiques du Dynamo de Moscou, qui ouvre la marque ici par Gassaïev à Split, où il est toujours très difficile de s'imposer. Égalisation des Blancs par Deveric, un but partout. À l'aller, Hajduk avait gagné par 1-0 en Union soviétique et semblait bien avoir fait le plus long du chemin. Penalty de Vujovic et 2-1 à la 50e minute de la partie pour les Yougoslaves de Hajduk. Mais dès lors, l'équipe du Dynamo va se déchaîner dans un angle impossible. Gassaïev met les deux équipes à égalité à la 56e minute. Puis à la 65e minute, remarquable coup franc de Boulanov. Les Soviétiques mènent 3-2. C'est ensuite un penalty de Gassaïev, 4-2 pour Dynamo de Moscou. Et enfin, 5-2 grâce à ce but de Apsalis. Dynamo de Moscou a gagné 5-2 à Split et ça, croyez-moi, il faut le faire. Le Celtic de Glasgow, toujours difficile à manier chez lui dans les brumes écossaises, avec un superbe premier but de McCarvey juste avant la mi-temps à la 41e minute. Belle combinaison, une balle qui file devant le but, elle va sortir, non, car McCarvey encore lui est là. 2-0, 62e minute. Et à la toute dernière minute de la partie, c'est Max Stay qui marque le troisième but. On se relève pour ne pas être hors jeu, voilà. Et un joli coup de tête, typiquement britannique. Le Celtic Glasgow a battu la Gantoise 3-0. En Norvège, la petite équipe de Moss recevait le Bayern de Munich qui avait gagné 4-1 au match aller. Et dès la 23e minute, Volt marque le premier but pour le Bayern. Suivi juste au début de la deuxième mi-temps d'un deuxième but de Michael Rummenigge, ce qui fait que le Bayern peut jouer en toute décontraction. Le Bayern qui n'a toujours pas perdu un match cette saison, mais qui va concéder un joli coup franc de Kolshaugen. Moss battu sur son terrain 2-1. Enfin Messins, regardez bien, les Jones, ce sont vos futurs adversaires, les joueurs du Dynamo de Dresde, qui vont marquer contre Malmö le premier but sur penalty par Hafner à la 13e minute.
Le deuxième but par Minge, alors que le gardien de but de Malmö ne semble pas irréprochable sur ses actions. En deuxième mi-temps, troisième but signé Stubner, 52e minute. 63e minute, c'est Pils qui marque. Merci gardien. Et sur un penalty, à la 83e minute, les joueurs de Malmö vont sauver l'honneur, mais ils s'inclinent à Brest 4-1. Il faudra tout de même aller en Allemagne de l'Est. Coupe de l'UEFA, et là, un événement rarissime. Brême marque le premier but sur penalty par Sitka contre Anderlecht, le tenant à la 47e minute. Anderlecht a gagné 1-0 au match aller, égalité parfaite donc sur l'ensemble des deux matchs. 60e minute, toujours Sitka, et là, c'est Brême qui est qualifié. Et regardez, sur une attaque anodine d'Anderlecht, la balle va parvenir au centre du terrain, une passe dans l'axe, qui est là, le malheureux Sitka qui bat son gardien. Il a marqué les 3 buts et éliminé son équipe. Une soirée dont il se souviendra. Penalty de Kaltz pour Hambourg contre Southampton. À l'aller, en Angleterre, les deux équipes avaient fait 0-0 et les supporters anglais étaient venus. Deuxième but, magnifique, une tête splendide du nouvel avant-centre, McGill écossais, et 2-0, Hambourg a éliminé Southampton. Un seul but pour le Football Club de Bruges face à Nottingham Forest, un but marqué à l'avant-dernière minute de la partie par Vellens, ça suffit pour se qualifier pour le deuxième tour. Le PSV Eindhoven revient à la surface contre les Allemands de l'Est de Francfort avec un premier but de Brands. Il faut encore en marquer un, balle à terre, de ce côté-ci, messieurs. Ça ne se fait pas quand même. Mais ça n'a pas trompé les joueurs néerlandais et Brill marque un but superbe. Le gardien n'est pas irréprochable là non plus. Et 2-0, PSV Eindhoven est à égalité et va se qualifier à la 88e minute grâce à un but de Valke. Eindhoven bat Woverts Francfort 3-0. Enfin, les 14 buts de l'Ajax d'Amsterdam, Spelbos, Koeman, Van Basten 3-0, Bosman 4-0 et Van Basten encore, mi-temps 5-0. De l'autre côté maintenant, Ricard 6-0, Van Basten 7-0, Vanenburg 8-0, Van Basten 9-0, Schoenacker 10-0, 11-0 volé de Koeman, comme à l'entraînement, 12-0 toujours Koeman, 13-0 Bosman en 2 fois, et si je ne me suis pas trompé, Van Basten, son 5e but de la soirée, 14-0, c'est un record. Et ils avaient fait 0-0 au match aller. Voilà le tirage au sort qui a eu lieu hier à Zurich. À noter donc en Coupe des Champions Liverpool, Benfica et Juventus Grasshopper. En Coupe des Coupes, Celtic de Glasgow affrontera Rapid de Vienne. Roma contre Wrexham, les autres parties assez équilibrées. Et de gros chocs en Coupe de l'UEFA, avec notamment Tottenham contre le FC Bruges, les Rangers contre les Glasgow Rangers contre l'Inter de Milan, le Standard de Liège contre le Football Club de Cologne. C'est pas vilain tout ça. Il y en a d'autres. CSKA de Sofia dans la deuxième moitié du tableau contre Hambourg, Anderlecht contre la Fiorentina. Tout cela sera joué le 24 octobre en ce qui concerne les matchs allés et le 7 novembre en ce qui concerne les matchs retour. Voilà, ce téléfoot touche à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Bon week-end et à samedi prochain pour un nouveau numéro de Téléfoot. Bon après-midi, au revoir.